étonné. Quand j'ai fini de tout dire cela, ils sont venus nous jeter dans une sale cellule. Aux environs des 23h30, ils font venir 2 ambassoniens qui présentent comme terroristes. Moi, je ne sais pas. Hein. Et ces gars arrivent, ils subissent le même sort que nous. Alors, à ma grande surprise, il y a un des éléments de la cellule qui a le marteau qu'on appelle, si c'est la masse 36, un gros marteau comme ça. Ils ont fait planter les chevilles de ces gars, même le sol, ils ont cogné les marteaux dessus. Les chevilles se sont cassées. Ils ont ouvert les trousses à cadavres. Ils ont jeté les gars à l'intérieur, jeté dans les derrière des voitures. Et un de ces éléments de me faire comprendre que c'est le même sort que je vais subir. Parce que ça, il faut que les Camerounais le sachent. Là-bas, c'est un centre de torture où on tue les gens. Ah oui. C'est aux environs des minutes 30 qui nous ont transportés direction le service central au 7. Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien. Les masques sont en train de tomber. Camarades, écoutez la magie dans cette vidéo. Écoutez attentivement ce qui va se passer dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et laissez-moi vous dire avec certitude que cette année ne sera pas comme les années précédentes. Parce que c'est la dernière. Ils partiront cette année. Camarades, regarde cette vidéo et dis-moi ce que tu penses en commencer. Donc, après, vous serez placé sous mandat de dépôt. Pendant 41 jours, des cellules que j'ai passées au 7 à la cellule 19 où avait été logé le vice-président Mamadou Mouta, après les émeutes de juin 2019, j'ai passé 41 jours. Les gardes à vue là-bas. C'est-à-dire, avec la lumière, je ne voyais que le jour lorsque ma fiancée venait me donner à manger. Oui. Et donc, ensuite, vous allez... J'ai déféré au tribunal militaire par 4 reprises. Devant le tribunal militaire. À l'époque, c'était Ongonotade qui était commissaire du gouvernement. Le 22 avril, après que je sois passé à l'infirmerie du Kanayap, on nous a envoyé là-bas tellement la pression était très assidue au niveau des réseaux sociaux. Et ils ont donné des instructions. C'est-à-dire, les instructions sont venues du cabinet du MINDEF qu'on doit nous déposer très rapidement. Arrivé là-bas, quand Ongonotade m'a vu, j'avais une bande autour de ma tête comme une momie égyptienne, marchant sur mes orteils, de ce type aussi marchant sur ses orteils, l'oreille droite est en train de couler. Voilà la question qu'il nous avait posée, c'est quoi ça? Je lui ai fait comprendre que c'est Bancu qui nous a fait subir. Il a dit non, pourquoi ces messieurs comme ça? Non, je ne peux pas vous recevoir. Il faudrait que vous allez vous faire bien soigner afin que vous reveniez ici là. C'est comme ça qu'il nous a... Qui parlait comme ça? C'est le commissaire du gouvernement de l'époque, M. Ongonotade, qui je salue, qui avait un côté humain en lui. Oui. Donc, comment avez-vous vécu ces 2 années à la prison centrale de Kondengui? Il est de notoriété publique que ce n'est pas un endroit digne pour des humains. Hein? Oui, il faut dire que ça pouvait être difficile, mais lorsque vous êtes préparé par rapport à l'action que vous avez menée, par rapport au combat que vous menez, psychologiquement, il faut vous préparer parce que si vous ne voulez pas aussi que la prison, comme disent les prisonniers là-bas, que l'Ongata vous travaille, il faut vous préparer psychologiquement. Et effectivement, vous avez raison de poser cette question. Parce que quand vous êtes là-bas à l'intérieur, les titres, le rang social, tout ça, il faut laisser derrière vous, monsieur Jean de Notagne. Il faut accepter que vous êtes tombé, vous êtes déjà prisonnier. Parce que là-bas, si vous arrivez là, vous dites que oui, je suis là, ou je suis X, ou je suis Y, le pire détail là-bas. Les provocations sont énormes. Donc, le plus important pour vous, c'est d'accepter que je suis tombé, je suis là. Et vous allez travailler votre prison en sachant très bien que vous n'êtes pas là-bas parce que vous avez tué, vous avez violé, vous êtes là pour un combat noble, un combat légitime et qu'il y a des gens derrière qui portent ces combats et qui vous soutiennent. Je pense que ça allait. Je ne vais rien vous cacher, je ne vais pas trahir un secret, mais vous pensez quand même que vous avez eu, c'était des images venant de moi que on vous a présentées. Et en ce moment-là, vous-même, vous vous réjouissez de voir que mon état mental était stable et psychologique était bien. Alors, dans cet environnement-là, très difficile, comme vous le décrivez, quels étaient vos rapports avec les autres prisonniers? Non, le rapport, vous savez, moi, je suis déjà pas quelqu'un qui va vers les gens facilement. Parce que vous savez, l'homme camerounais est d'abord très dangereux. Et avec les frères combattants du MS, avec qui je partage le même combat idéologiquement, que nous étions ensemble comme une famille. Mais le reste des prisonniers, c'était bonjour, bonsoir. Hein. Et je menais ma vie comme je l'amène à l'extérieur. J'étais pas trop accroché aux gens. Parce que là-bas, c'est le lieu où il y a de la méchanceté par excellence. Pour rien comme ça, on peut vous faire du mal. Donc, vous gardez ces genres de distance. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui me connaissent très bien, qui aiment ce que je fais quand ils venaient vers moi. Ça limitait là, de savoir si c'est moi là, de voir même l'homme qu'ils voyaient souvent dans les réseaux sociaux ou alors qu'ils écoutaient souvent dans des radios. Mais ça s'arrêtait là. C'était avec les frères combattants du MSC que je me sentais à l'aise. Parce qu'une fois que ceux qui ont marché le 22 septembre ont été déposés là-bas, nous étions déjà en famille. Et avant ça, il faut le rappeler que mon intégration aussi n'a pas été facile parce que ça allait m'échapper. Dieu merci, je reviens dessus. Une fois que j'ai été déposé là-bas le 27, les instructions avaient été données comme envoyé au Kosovo, le fameux quartier le plus dangereux là-bas. Et là, je vais en quoi ce quartier est-il dangereux? Bon, dangereux dans le sens où c'est le tout venant qui s'y retrouve là. Même si là-bas, il y a des locaux qui sont bien aménagés, climatisés, mais l'environnement ne s'y est pas, monsieur Jean de Notagne. Pour ceux qui ne sont pas habitués, parce que je ne vous souhaite pas un jour d'y aller là-bas, mais c'est très dangereux. Les gens fument le chanvre, la taille. La taille, ce sont les ossements humains. C'est-à-dire, on écrase, ça devient comme la farine. Donc, on met ça dans du papier, on roule, on fume. Donc, si vous n'êtes pas habitué, cette fumée-là peut vous créer beaucoup de dommages. Donc, voilà pourquoi on dit que là-bas, c'est très dangereux. La lame, ils utilisaient là-bas les armes blanches à tout moment. Une toute petite bagarre comme ça, le couteau est déjà sorti ou la fourchette. Donc,
c'est pas sécurisant d'y être là-bas. C'est vrai que il y en a certains qui vivent là-bas, mais bon, pour des gens comme nous, qui n'acceptent pas un certain nombre de choses, c'est pas prudent. Et ça, c'est le vice-président Mamadou Mouta qui a pesé de tout son poids pour que je sois muté au quartier 3 où lui-même il était résident. Alors, est-ce qu'il y a eu pendant les 2 années de détention des moments où vous avez eu vraiment peur? Non, pas peur. J'étais plutôt beaucoup plus galvanisé. Ça, je peux pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi? Parce que j'ai vu la mort avec les yeux à la sémile. Parce que la manière où j'ai été torturé, j'ai été habillé, assujetti, à la limite même émasculé, comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. Bon, pourquoi je devais avoir peur? Parce que c'est là-bas où je devais être tué. Parce que dans la logique du criminel, je l'ai mis le bancu, il fallait que je succombe après de cette torture. Parce qu'il m'a dit, il pouvait me faire tuer. Mais sachant très bien que si ma mère tuant comme ça allait vraiment être très dangereux. Vous êtes quand même conscient, Sébastien Bala, que vous êtes en train de faire des accusations très très graves. Non, ce sont les faits. Pour lesquelles vous pouvez même ce sont les faits. aussi, Non, le criminel, s'il est courageux, qu'il me poursuive. Il a dit. Vous savez même qu'étant en prison, j'ai écrit des lettres où je l'ai toujours traité de criminel. Il voulait me faire mentir parce que pour lui, selon la mission qui lui avait été assignée par rapport à ce système illégitime au secrétariat général de la présidence, c'était de me prendre mort ou vif. Et pour lui, c'était un trophée de guerre. Il voulait porter le galon de général avec mon sang versé. Parce qu'il était excité comme un jeune homme qui voit une jeune fille. Parce que je ne sais pas ce qu'il gagnait. Tu as déjà arrêté Ebala. Parce qu'il dit cet homme voulait créer l'insurrection. Bon, tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il fallait que je dise que c'est quand qui m'a envoyé. N'ayant donc pas pu me faire dire cela. Alors finalement, vous allez avoir quand même un procès. Comment s'est déroulé votre procès? Quel est le regard que vous portez sur le déroulement de votre procès? Non, le procès en lui-même, moi je t'ai préparé que j'allais durer là-bas, que c'était un long chemin qui commençait pour moi. Parce que les instructions qui avaient été données, elles étaient fermes. Que moi, étant originaire du centre, qu'est-ce que j'ai fait dans les affaires de Bamileke? Et je devais servir d'exemple pour les autres, entre guillemets, les autres jeunes du centre. C'est-à-dire, comme vous voyez, ce qu'Ebala a subi là, c'est lui qui va encore s'engager peut-être à soutenir Kanto, à prononcer le nom de Kanto. Voilà le même sort que vous allez subir. Et à titre de rappel, il faut dire que j'ai d'abord passé 16 mois de détention préventive comme ça, sans procès. Tout ça pourquoi? Parce que le procès avait bien commencé. Alors, il y a eu un problème. Moi, j'avais mon conseil, maître Emmanuel Sim. Il devait nous défendre à deux avec M. Thibaut Ngapsi Bena. Parce que il faut rappeler aux téléspectateurs que lui, il est allé en prison avec moi. C'est parce qu'il est Bamileke. Il n'a joué aucun rôle. C'est moi qui étais l'auteur de la vidéo. Et s'il y avait quelqu'un avec qui je devais séjourner dans cette vidéo, ça devait être Paul Désibia. Parce que c'est lui qui filmait toutes mes vidéos. La fameuse vidéo de la poste où j'appelle à manifester, c'était lui. Mais je ne sais pas quelle alchimie lui avait été soustrait de cette nasse. C'est vrai que lorsqu'il est venu me rendre visite en prison, je ne lui ai posé aucune question, mais dans son corps défendant, il m'a fait comprendre que c'est Jean-Claude Chandatom qui avait appelé le MINDEF pour plaider sa cause. Je ne sais pas quelles sont les relations qu'il a là-bas avec le MINDEF, mais je sais qu'il est très proche des banques, ils sont amis. Je ne sais pas la nature de leur amitié, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il nous laisse, c'était le travail. Donc, il faut préciser que Thibaut, lui, il est venu avec moi en prison, c'est parce qu'il était Bamileke. Il n'avait pas sa place là-bas. Donc, le procès avait bien commencé. Alors, son conseil, maître Hippolyte Méli, il a fait comprendre à Thibaut que tel qu'il voit comment le procès est en train de se dérouler comme ça, on risque de nous donner entre 5 ans et 10 ans, il serait souhaitable qu'il fasse appel parce que l'affaire avait été mise en jugement avant 10 droits. Donc on devait rendre un verdict. C'est comme ça qu'il a donc interjecté appel sans consulter son collègue, avocat Maître Sim. C'est après avoir interjecté appel au niveau de la cour d'appel qu'il a informé Maître Sim que lui il a fait appel pour son client. C'est beau. Ce qui était normal. C'est ça qui avait donc fait en sorte que la procédure vraiment prenne du temps. Donc après 16 mois, Monsieur Chilik nous a renvoyé à l'instance de départ pour qu'enfin on nous juge. Parce que de ses côtés là-bas, il n'avait qu'à entériner la décision parce qu'il ne pouvait pas faire mieux que cela. Et vous étiez poursuivi pour... Au fait, au départ, j'avais 9 chefs d'accusation. Oui. Terrorisme, comme il savait si bien écrit, apologie au terrorisme, hostilité à la patrie, appel à manifestation non autorisée, outrage à un président des partis politiques, outrage à corps constitué. Donc, beaucoup de chefs d'accusation. Alors, au niveau du tribunal civil, on avait retenu propagation aggravée de fausses nouvelles, outrage à un président des partis politiques. Je ne sais pas, on parlait d'un président des partis politiques qu'on appelle Paul Biya. Alors, quel est le regard que vous posez maintenant sur... est-ce que vous pensez que votre combat était vraiment juste? C'était vraiment juste. Si vous êtes sérieux en me posant cette question, c'était juste et légitime. Parce que quoi? Il faut le dire, je suis resté cohérent et conséquent. Parce que le jour où on m'a donné la parole là-bas, c'était le 23 juillet. Et on a embellé Cyprien qui était le président des séances. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à expliquer ce qui s'était passé, quelles étaient mes motivations. Le procureur m'a posé la question. Oui, j'ai dit que quand tu es présent élu, je l'ai assumé devant là-bas. Je l'ai dit. Il m'a dit, j'ai parlé des PV en question que vous connaissez. Et j'ai dit, je l'assume que c'est lui le président élu. Tout le monde le dit chaque dimanche, chaque samedi dans les médias. Ça ne vaut à personne un procès. Pourquoi quand moi je le dis, ça devient un crime de lèse-majesté? Est-ce qu'il vous a pas manqué dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, Sébastien Bala, l'intelligence de la situation? C'est-à-dire qu'on sait quand même la brutalité qu'il y a dans ce pays et vous prenez quand même le risque d'aller à la poste centrale, de faire une vidéo dans laquelle vous dites Paul Biya doit partir. Pardon, mais est-ce que vous n'avez pas été un peu inconséquent? Non, par mesure de politesse, de courtoisie, avec tout le respect que je vous dois, je vous poser la question simplement. C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Êtes-vous sérieux en me posant cette question? Pourquoi lorsque les gens
gens du président de ces partis politiques disent que lui, il doit rester à la tête de son parti. Parce que moi, je ne le reconnais pas comme président de la République. Hein. C'était un usurpateur, un imposteur. Il a perdu la présidentielle d'octobre 2018. Je suis cohérent et conséquent et je l'assume. Même si c'est ça qui va m'envoyer dans la tombe, je vais le maintenir. Donc, c'était légitime pour moi de faire cela. Donc, il n'y avait pas d'intelligence à faire. Parce que ceux qui le font, je ne pense pas qu'ils soient plus intelligents que moi. Oui. Alors, vous avez donc passé 2 années en prison. Jour pour jour. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu pendant que vous étiez dans les geôles de Côte-d'Ivoire depuis le début jusqu'à présent? Oui, il y a des Camerounais, d'abord, des Camerounais de bonne volonté, qui veulent le changement. Peut-être ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la détermination que nous autres nous pouvons avoir. Donc, ils passent soit par des personnes interposées et ils disent qu'ils ne voudraient pas que les noms ressortent. Donc, beaucoup de Camerounais ont associé de leurs prières et beaucoup m'ont apporté le soutien. Je vais remercier que ce soit les Camerounais honnêtes et sérieux de l'intérieur du pays comme ceux de l'extérieur du pays. Parce que le plus important, c'est que lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, M. Jean-Benoît Tagné, si quelqu'un ne serait-ce que vous pense à vous dans une prière, c'est un homme. C'est plus que même de l'argent qu'on va venir vous donner. Parce que là-bas, on peut même vous donner tout cet argent. Mais si spirituellement et psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, ça ne va servir à rien parce que vous allez bien manger tout ça, mais une fois que ça tombe dans le ventre et que vous mettez dans votre tête que vous êtes en prison, cette nourriture n'agit pas. Elle n'agit pas. Donc, il y a des gens qui sont restés solidaires à notre combat, donc même ceux qui venaient nous rendre visite, ils sont restés solidaires. Et entre autres, avec les frères combattants du MRC, c'est qu'eux ils mangeaient, je mangeais, l'eau qu'ils buvaient, je buvais. Donc nous étions comme une famille. Parlons justement de vos camarades du MRC. Du combat, les combattants, oui, les frères. Ils sont encore en... Je les salue en passant, je suis de tout cœur avec eux. Oui. Alors, dans quel état d'esprit vous les avez laissés? Non, ça, je peux vous dire que si le mental était quelque chose qu'on vendait, je pense que la plupart d'entre nous seront tellement riches parce que nous avons un mental de fer. Que ce soit le professeur Alain Foguet, le porte-parole du président élu Olivier Bibounissak et Papa Zambo, ils ont un moral d'acier. Même les autres militants. Parce que là-bas, l'une des choses qui nous a le plus remobilisé, c'est qu'on faisait du sport pour garder le moral. Vous avez vu certaines images où le porte-parole joue au tennis, il a même remporté un tournoi là-bas. Donc, les gars ont le moral. Ils ont le moral. Parce qu'ils savent que le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble, un combat digne. Aujourd'hui, vous êtes libre, Sébastien Mbala. À quoi vous occupez-vous depuis ces 2 dernières semaines et qu'est-ce que vous comptez faire? Bonne question. C'est vrai que d'abord la réinsertion, petit à petit, c'est-à-dire que quand vous recouvrez la liberté, vous commencez à vous habituer à d'autres choses que peut-être auparavant vous ne faisiez pas. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup la lecture, c'est sur ça que je me consacre le plus. Et de temps à autre, sur le plan des tâches au niveau de la maison, j'essaye aussi de soutenir ma fiancée parce qu'elle a passé 2 ans, elle a beaucoup travaillé. Je la salue en passant parce que c'est elle aussi qui m'a permis de pouvoir tenir M. Jean-Benoît Tagné. Parce que là-bas, lorsque vous êtes là-bas, ça il faut vous dire, si vous avez quelqu'un dehors avec qui vous pouvez échanger, qui peut vous faire manger, qui peut vous soutenir, quel que soit parfois vos dérapages, c'est très important parce que ceux qu'on accuse d'avoir volé la fortune publique, quand vous les voyez là-bas, ils sont malheureux. Et je peux vous dire, quand vous avez votre femme qui vous reste fidèle, qui vous respecte, vous pouvez prendre le téléphone comme ça le soir, même s'il faut vous engueuler, c'est important là-bas en prison. Ça, je peux vous dire, c'est plus que la télé. Parce que moi, je ne parvenais même pas à m'asseoir pour regarder la télé 20 minutes, mais quand j'ai changé avec ma femme, vraiment, ma journée, c'était clean. Donc vraiment, je m'occupe, je l'aide. Soit quand elle lave les habits, je l'aide à rincer. On fait le ménage ensemble dans tous les cas. Donc mon quotidien, ça va. Ça se passe très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Mais je vais continuer dans ma logique. C'est vrai qu'il faudrait déjà d'abord que je me repose parce que je dois prendre le temps pour me reposer entre 2 ou 3 mois et me lancer dans de nouvelles perspectives. Et ces nouvelles perspectives, c'est quoi? C'est-à-dire je vais continuer toujours à faire ce que je sais si bien faire. C'est-à-dire que parler, c'est-à-dire conscientiser les masses, mais ça ne sera plus quelque chose qu'on va seulement rester pour bavarder. Il faut toujours rester, aller et maintenir les actions qu'on a commencées. Camarades, lorsque vous voyez une telle vidéo, je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. Envoyez cette vidéo dans les groupes WhatsApp partout et dites-moi ce que vous-même vous pensez en commentaire. Merci.